Bonjour. Donc Jean-Gérard, nous venons de pratiquer. Qu'est-ce que la science et la médecine a à nous dire de cette pratique? Euh, la médecine, la science se penche depuis quelques années sur la méditation, sur la pleine conscience. Je vais essayer pendant ce temps assez court de vous faire un tour d'horizon de tout cela sur le thème de se changer, changer le monde, qui est le thème principal que nous avons. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles médecine et méditation peuvent déjà être reliées, ne serait-ce que par l'aspect étymologique. Les deux ont une même racine étymologique. Il s'agit de ce qui correspond d'abord à guérir. En médecine, c'est évident. En méditation, c'est l'aspect de prendre soin de soi, d'être bienveillant avec soi-même, bienveillant avec les autres, bienveillant avec la planète. Et puis aussi cet aspect qui est celui de la mesure interne correcte. Alors là aussi, pour la médecine, c'est assez clair. L'homéostasie, c'est juste le terme employé en médecine pour parler de ce qui est l'idée de restaurer un équilibre intérieur et extérieur pour avoir une bonne santé. Pour la méditation, c'est peut-être un petit peu plus obscur parce que cette idée de mesure correcte concerne la perception directe que l'on peut avoir de notre expérience. Cette perception directe de notre expérience, on croit habituellement que c'est en fait la façon dont on vit habituellement. Ce que vous avez fait comme expérience pendant ces quelques minutes assez brèves, les premières pour certains d'entre vous, répétées pour d'autres qui avaient de la pratique de la méditation, vous ont fait peut-être toucher du doigt la différence qu'il peut y avoir entre l'expérience que nous avons dans notre vie quotidienne, ce qui se passe lorsque l'on ne porte pas une attention particulière à notre expérience, et ce qui peut se passer lorsque on tourne volontairement notre attention de façon consciente vers cette expérience. Et c'est à ça que fait référence cette perception directe de l'expérience. Et dans l'expérience humaine, il n'y a finalement pas tellement de choses. Il y a des choses qui concernent les sensations dans le corps. On les a explorées, vous les avez explorées avec ces courtes mais belles méditations d'Inken ce matin. Et puis il y a les pensées, les émotions. Et avec ça, on a le registre de l'expérience humaine. Tu disais que c'était relativement simple, la pleine conscience. C'est simple à dire. Oui, c'est facile de l'exprimer comme ça, mais d'en faire l'expérience vraiment, et c'est de pratique expérientielle qu'il s'agit, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Alors, Jon Kabat-Zinn, on en a déjà un petit peu parlé, c'est vraiment un homme extraordinaire parce que je crois que si la méditation a un tel engouement dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, sûrement, ça répond à un besoin aussi, mais nous devons beaucoup à Jon Kabat-Zinn, qui est celui qui a combiné son expertise en tant que scientifique de très haut niveau et sa sagesse de méditant pour créer, il y a une trentaine d'années, un programme dont tu as parlé, Dominique, qui est un programme de méditation. Il y a plusieurs approches de méditation, bien sûr, mais ce qu'il a fait dans ce programme, c'est mettre à la confluence de ces deux courants épistémologiques que sont les sciences occidentales modernes d'un côté et puis les sagesses orientales de l'autre, de combiner ces deux-là pour faire un programme absolument accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin, pour pratiquer la méditation en général et puis ce programme en particulier, il n'y a pas besoin d'aptitudes particulières. C'est pas comme si certains, c'était quelque chose qui correspond à leur personnalité et puis d'autres pas, ou s'il fallait des aptitudes intellectuelles ou des qualités physiques particulières. C'est vraiment un potentiel, quelque chose qui est en potentiel en chacun d'entre nous et qui nécessite pour pouvoir se développer un certain apprentissage, bien sûr, de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, mais qui est accessible à tout le monde. Et donc ce programme mis au point par Jon Kabat-Zinn permet de faire tout ça. Il l'a implanté dans un cadre médical, et on y revient. Il l'a implanté à l'Université de Massachusetts dans un hôpital universitaire. Il y a 30 ans, c'était complètement révolutionnaire à l'époque. On peut imaginer les difficultés qu'il a rencontrées pour mettre ça en place. Ce n'était pas du tout la mode à l'époque.
Une des idées principales de cette approche, c'était aussi de permettre aux gens de contacter leurs capacités naturelles. Je vous parlais de potentiel, et de tourner ces capacités vers le bien-être, vers leurs propres ressources. Et plutôt que de s'orienter à regarder les problèmes, s'orienter à regarder les solutions. On se reconnaît peut-être à l'aise dans l'économie positive avec cette vision déjà à cette époque. Un livre tout récent, puisqu'il est sorti dans sa version française avant-hier, est une bonne porte d'entrée vers la méditation, mais c'est aussi un livre assez profond. Il m'a fait l'honneur de me demander de faire la préface de ce livre et d'être la voix pour les méditations qu'on trouve dans le CD qui lui correspond. Il y a d'autres livres absolument merveilleux de Jon Kabat-Zinn que vous pouvez trouver en cherchant un petit peu. Alors, pour vous dire rapidement un historique de tout ça, en 30 ans, c'est à peu près 20 000 patients qui ont pu suivre ces programmes de réduction du stress dans ce centre-là. Et puis ça s'est développé. Ça s'est développé de façon extraordinaire aux États-Unis d'abord, avec de nombreux hôpitaux, et puis ensuite dans le reste du monde, de nombreux centres où des instructeurs formés de façon approfondie, parce que pour pouvoir partager et accompagner des gens qui débutent. L'aspect autodidacte, c'est très bien, mais en fait, il y a besoin d'un accompagnement, et cet accompagnement a besoin d'être fait par des gens de qualité, qui eux-mêmes ont une formation de qualité. Donc, ces 700 centres dans le monde, répartis dans 44 pays, sont des centres où des gens de diverses professions ont fait cette formation, comme par exemple Inken et Dominique. Alors, il y a des universités prestigieuses qui se sont emparées aussi de ce programme de la méditation aux États-Unis, à Stanford, Duke, Harvard, en Angleterre, à Oxford. Et puis, comme tu le disais, Dominique, en France, depuis 2012, j'ai eu la chance de pouvoir, avec d'autres, créer ce programme dont je vais vous parler un petit peu plus après, à l'université de Strasbourg. L'aspect scientifique, je n'ai pas le temps ici de vous exposer les immenses données de la science qui sont accessibles maintenant pour montrer les effets de la méditation, les bienfaits de la méditation. Il ne s'agit pas de s'imaginer qu'on comprend tout parce qu'on commence à voir des choses, mais quand même sur l'aspect scientifique, il y a vraiment une croissance exponentielle de l'ensemble des travaux qui sont accessibles, disponibles depuis une dizaine d'années. Il y a des programmes financés un petit peu partout dans le monde, principalement aux États-Unis, mais pas seulement, par de grands instituts pour ces travaux. Vous reconnaissez peut-être sous son déguisement cet homme-là. Il s'agit de Matthieu Ricard, qui s'est prêté à beaucoup d'expériences scientifiques. Matthieu Ricard est un scientifique de formation, lui aussi. Matthieu Ricard a découvert la méditation et en a fait sa vie complètement, puisque c'est un moine bouddhiste et le représentant du Dalai Lama en France qui traduit lorsqu'il vient. Mais c'est aussi un scientifique. Et c'est extraordinaire d'avoir aujourd'hui cette génération de scientifiques de très haut niveau qui eux-mêmes pratiquent la méditation et donc qui font leurs recherches d'une façon complètement incarnée, puisque le sujet de la méditation est quelque chose dont ils ont la capacité d'avoir à la fois une exploration intérieure, qu'on peut appeler scientifique aussi, par la pratique, tout simplement. Des choses comme ce que vous avez fait un petit peu, à part que ça peut être développé sur des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'heures, comme beaucoup d'autres pratiques, si vous y pensez. Le temps que vous avez passé à faire des études, peut-être, ou le temps que des sportifs de haut niveau passent à s'entraîner pour atteindre des très hauts niveaux, c'est aussi des dizaines de milliers d'heures. Là, il s'agit d'une aptitude que nous avons. Donc Matthieu Ricard a participé, comme d'autres scientifiques, à ces études. Et alors, en matière d'études scientifiques, il y a vraiment des tas de domaines dans lesquels on découvre des choses, que ce soit en imagerie cérébrale avec les apports de l'IRM fonctionnel, où on peut voir différentes zones qui sont concernées, qui sont impliquées. On découvre par exemple le rôle des émotions dans notre capacité à réfléchir, à penser et dans notre cognition. On découvre des effets de la méditation sur la biologie des gènes, ceux qui contrôlent notre vieillissement, avec des effets
effets délétères du stress avec des effets favorables de la méditation. Il y a vraiment des domaines très variés dans lesquels les sciences commencent à découvrir des choses sur la méditation. On peut peut-être regarder un bref reportage maintenant qui est passé au journal télévisé de TF1 sur le programme universitaire médecine, méditation et neurosciences, s'il veut bien passer. Voici l'antidote. Inventé il y a plus de 2000 ans en Inde, la méditation a eu le temps de prouver son efficacité. C'est peut-être une façon de lutter contre la frénésie du monde. On s'est rendu compte que la méditation avait un rôle qui diminue les effets nocifs du stress sur la santé. C'est pas de croire à devenir un adepte du soleil ou du poireau. C'est travailler sur ses émotions. Une de ces voies aujourd'hui passe par Strasbourg. Sentant le contact de l'air sur les bras et sur les... À première vue, ce pourrait être une séance de relaxation dans un club de quartier. Dans l'eau alors qu'ils sont dans l'air. Mais nous sommes ici dans l'antre très sérieuse du centre hospitalo-universitaire. Puis expirer, revenir à la position. Depuis 2 ans, le docteur Jean-Gérard Bloch, rhumatologue, anime des sessions de méditation pleine conscience, discipline née aux États-Unis, débarrassée de toute dimension religieuse. Il ne s'agit pas de dormir, ce reportage ni de que réfléchir. vous pourrez, si vous le souhaitez, retrouver sur mon site, dans la mesure où le temps est un petit peu court pour vous exposer tout ce que je souhaitais vous dire, donc il devrait se couper normalement. J'ai eu la chance de pouvoir implanter à l'hôpital un programme de ce genre. Il y a d'autres hôpitaux actuellement depuis quelques années en France dans lesquels c'est proposé pour des groupes à la fois de patients et de soignants regroupés ensemble dans un partage de ces expériences de méditation au cœur de quelque chose que nous partageons tous en tant qu'êtres humains qui est la souffrance. Des enseignants prestigieux de Strasbourg et puis d'ailleurs viennent y enseigner. Là aussi, j'avais un reportage à vous proposer. 7 heures du vous matin, pouvez regarder, mais au Mont on va le Saint-Odile. couper très brièvement. Ils sont médecins, psychologues et scientifiques, français, suisses et belges. Voilà une semaine qu'ils suivent cette formation universitaire, une découverte approfondie, pratique et théorique de la méditation dite de pleine conscience. Après que les cloches sonnent, et d'en faire l'objet de votre méditation en marchant. Cette approche, ancrée dans les traditions anciennes du bouddhisme Là et aussi, du yoga, on va est redéployée peut-être, depuis 30 ans par un biologiste écourter ce américain, reportage que John vous Kabat-Zinn, pouvez trouver ailleurs. Et vous dire que la méditation, si on peut revenir en arrière sur la précédente image, la méditation est quelque chose qui a une dimension de cœur, de bienveillance. C'est pas juste un entraînement de l'esprit. Il y a vraiment la totalité de la personne qui est impliquée dans cette expérience à faire. Et donc cette notion de cœur, de générosité, de compassion y est développée de façon très importante. Sur l'aspect du bouddhisme, il est important de dire qu'on peut se préoccuper de ce qu'il puisse y avoir des dérives sectaires, de savoir si c'est un aspect religieux qui est proposé là. Et très franchement, il y a un certain paradoxe parce que c'est à la fois au sein du bouddhisme que se sont développées des connaissances qu'on peut appeler de véritables sciences internes de l'esprit et des phénomènes qui se sont développées pendant des siècles avec des pratiques, des théories correspondantes, qui est un aspect absolument pas religieux du bouddhisme. Et c'est en puisant dans ces pratiques, combinées aux approches de la science moderne, que l'on peut trouver quelque chose qui est tout à fait universel, qui est quelque chose qui concerne l'attention, qui concerne la conscience, qui concerne la façon de cultiver en nous-mêmes ces éléments-là. Donc à la fois c'est dans le bouddhisme que l'on retrouve tout ça et en même temps ça n'a rien de bouddhiste en soi. La définition que tu donnais, Dominique, de la pleine conscience, que je vais reprendre là, peut-être juste pour insister sur un point. Quand on parle d'attention, de présence attentive, consciente,
l'aspect d'être conscient. Bien sûr, l'attention, on s'en sert tout le temps, hein, sinon toutes nos procédures automatiques, aller au travail le matin sans se rendre compte du chemin, faire des choses pour faire à manger, prendre une casserole, etc. On peut penser à autre chose pendant ce temps et on réalise des tâches de façon très efficace. Et pourtant, lorsque l'on veut mettre une présence consciente, il y a besoin d'apprendre à faire ça, il y a besoin d'entraîner l'attention pour pouvoir le faire. Et ce n'est pas la méditation à voir comme quelque chose qui serait à part du monde, à part de la vie active, à part de ce qu'on fait dans le monde, mais plutôt quelque chose qui est un entraînement pour pouvoir diffuser, infuser progressivement, transformer nos habitudes et nos automatismes inconscients en quelque chose qui peut être plus, comme tu le disais, dans cet espace entre la stimulation et la réaction, un espace où on peut regarder et répondre. Jean-Gérard, je crois que dans un souci de pleine conscience du temps qui passe, on va se faire un peu bousculer par l'arrière. Alors, je vous propose 30 secondes. Je vous propose 30 secondes de finir là-dessus. Est-ce que vous pouvez juste prendre quelques instants pour vous reconnecter à ce contact que vous avez eu la possibilité d'avoir avec vous-même pendant cette méditation qui a été faite précédemment? Peut-être simplement fermer les yeux, voir pour ceux qui en ont une certaine pratique, s'il nous est possible de, en quelque sorte, plonger immédiatement dans ce moment intemporel que l'on appelle l'instant présent. De voir si parmi tout ce qui a été dit déjà ce matin, qui a pu résonner en vous, voir s'il est possible de laisser juste tout cela se déposer dans un espace en deçà des mots, des idées, des pensées. Et pour conclure mon propos, peut-être regarder comment cette approche de la méditation, ce qu'elle nous permet de développer la compassion et une présence incarnée, est une des possibilités pour développer à sa source l'émergence de l'économie positive telle qu'on souhaite la voir se développer dans le monde. Et je vous remercie. Merci beaucoup. beaucoup.